Bonjour à tous, bienvenue à bord de La Politique c'est net, le magazine du web politique. Vous le savez, vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos commentaires. Tout de suite, le sommaire. Au menu cette semaine, mon président sur le web. Quelle présence numérique pour le président de la République? Comment passe-t-on de candidat à président sur le net? Quelle stratégie pour l'Élysée sur les réseaux? Le nouveau gouvernement sera-t-il actif sur Twitter? C'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre nettement plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins partiale. Le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par François Goulin. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, disait sans rire Henri Queuille, le mentor corrézien de François Hollande. Le site, lui président, vient justement faire l'inventaire des promesses tenues et des gros mensonges. Lancé au lendemain de l'élection de François Hollande, il passe au crible les dizaines de petites phrases où le candidat PS s'est engagé à agir. La parité au gouvernement, c'est fait. Le code de déontologie des ministres, ok. Le gel du prix de l'essence, raté. Le site précise également s'il peut encore rattraper le coup ou si le projet a été tout bonnement abandonné. Au-delà de l'aspect ludique, lui, président, est très sérieux, les sources sont à chaque fois citées et il est tenu par 4 journalistes. Une sorte de fact-checking, d'observatoire des mesures présidentielles, une affaire à suivre donc pendant le quinquennat qui s'ouvre. Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Carèche. Vous venez d'entrer dans la Carèche Expérience, ou comment créer le buzz avec une vidéo interactive. Aujourd'hui, je suis là pour annoncer que je me présente aux législatives, à la présidentielle, ou que je me présente à ta mère. Au fil des clics, ce député socialiste de la 18e circonscription de Paris entraîne l'internaute dans un monde loufoque, peuplé de danseurs hip-hop, de Quiche Lorraine et de ta mère, qui n'est pas ta mère en fait, mais la suppléante de Christophe Carèche. Bonjour Christophe. Car oui, l'objectif est bien là, derrière l'humour potache, perce le vrai message de l'homme politique, rendu plus digeste avec de la musique made in Nintendo et une bonne louche de LOL, bien sûr. Je vous propose d'incarner les changements tout simplement en changeant de posture. Les corbeaux. À bientôt. Alléluia, fidèles apôtres du bling-bling et autres disciples du consumérisme frénétique, j'ai le candidat qu'il vous faut. Alessandro Di Giuseppe, de l'église de la très sainte consommation. Moi je file un rencard aux riches qui n'ont plus rien, à tous ceux qu'on empêche d'exploiter des gamins, à tous les nouveaux riches, à tous les gens modestes qui dînent à cette brasserie populaire du Fouquet's. Le credo de ce vrai candidat aux législatives dans la première circonscription de Lille se résume en 3 mots: travaille, obéit, consomme. Le centre-ville de Lille est régulièrement pris d'assaut par ce petit groupuscule à l'humour grinçant dans la lignée du collectif Sauvons les riches. Les perles du programme d'Alessandro, déclencher au plus vite une guerre, créatrice d'emplois, détecter la délinquance in utero et apprendre le tuning dès la maternelle. Vous pouvez d'ailleurs envoyer vos doléances au grand gourou à amentonpèse.org. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Johan Hufnagel, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef et cofondateur de Slate.fr. Bienvenue. Guy Berenbaum, vous êtes chroniqueur à Europe 1 où vous co-animez notamment l'excellente émission des clics et des claques. Vous êtes blogueur, veilleur et un peu notre dinosaure du web Caroline, de le rappeler ici à la politique c'est net. Enfin, Thierry Solaire, vous êtes conseiller municipal à Boulogne-Billancourt, exclu provisoirement de l'UMP car vous êtes candidat dissident face à Claude Guéant Je serai réintégré dès que dans je les gagne. Hauts-de-Seine. Les sondages pour l'instant
ne vous donne pas gagnant, mais je vous ai surtout invité parce que vous connaissez bien le web politique pour avoir été l'un des responsables de la campagne web de Nicolas Sarkozy en 2007. Réaction à cette revue du web, le clip de Christophe Carèche, ça renouvelle un peu le genre. C'est ça change une d'image, bouffée, c'est clair. d'air frais. Il y a eu longtemps, mais ça fait déjà 5-6 ans que ça va un peu mieux, un décalage entre les hommes politiques en France, gauche-droite confondus, et les Français, qui parlaient différemment dans la manière dont parlent les Français. Et Christophe Carèche, c'est un exemple aussi un peu d'une nouvelle génération, une manière un peu différente de faire de la politique. Alors il y a beaucoup d'autodérision. Moi je trouve ça plutôt sympa. Vous feriez un clip de campagne de Écoutez, ce j'y avais pas type pensé à le faire comme ça, mais au fond, voilà. En tout cas, les grands discours, vous voyez, les poncifs qui n'intéressent personne, on est en train de tourner de cette page-là, et c'est plutôt ça. Guy Birenbaum, pourquoi les clips de campagne sont toujours assez ringards? Là, pour le coup, est-ce que c'est très drôle finalement, Christophe Carèche? On trouve ça formidable parce que c'est novateur, mais en vérité, ça n'a strictement rien d'extraordinaire. Est-ce que ça vaut le coup finalement de faire? Mais ça vaudrait le coup si des gens un peu créatifs, et Dieu sait qu'il y en a pourtant, y allaient vraiment, et que surtout les hommes politiques, alors là, Solaire, c'est mieux que moi de quoi je veux parler, avaient le courage et n'avaient pas peur à chaque fois qu'on leur propose de faire un truc un peu zazou, quoi, un peu délirant. Ils disent oh, non, je peux pas faire ça. Mais pourquoi? Il faudrait qu'ils se laissent un peu aller sans franchir toutes les limites, mais je pense qu'il y a tout à fait la place pour quelque chose d'un peu plus délirant, sans aller jusqu'au délire de notre camarade candidat pour les riches, qui est évidemment un gag. Ouais. C'est du 2e degré, mais on peut faire, ça c'est du 5e degré, on peut faire du 2e degré intelligent, et c'est super rare, c'est dommage. Johan Hoefnagel, oui, ce qui est intéressant sur les candidatures aussi un peu uluberlues. Hein. Je crois que des candidatures un peu fantaisistes comme ça, notamment sur les campagnes locales, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il y en a souvent, municipales. Ce qui est amusant avec le clip de Carèche, c'est que finalement il a un buzz qui est au-delà de sa circonscription, un buzz. Enfin, en tout cas, une répercussion au-delà de sa circonscription. Je ne pense pas que Thierry Solaire me contredise qu'une campagne législative, effectivement, il faut être présent sur les réseaux parce que, notamment comme des villes comme Boulogne ou comme Paris, les électeurs sont très connectés. Mais je crois qu'il y a quand même les électeurs à aller chercher avec les dents. Et c'est aussi ce qu'a montré notamment le Parti socialiste pendant la campagne présidentielle, c'est-à-dire qu'ils ont fait, avec leur opération porte-à-porte, ils ont porté le réseau social dans la vraie vie. Ils ont porté la vraie vie dans le réseau social, ce qui fait que ça a fonctionné. Place maintenant au club des gazouilleurs. En discussion aujourd'hui, le président online. Quelle présence numérique pour le président Hollande? La normalité érigée en style présidentiel et le contact revendiqué avec les Français vont-ils se retrouver sur le web? Quelle stratégie numérique pour l'Élysée? L'état de grâce numérique existe-t-il? Le gouvernement va-t-il être actif sur les réseaux? C'est le débat du club des gazouilleurs. Johan Hoefnagel, on a vu dès qu'il a été élu président, l'équipe de François Hollande est passée du site de candidat à un site de transition. À quoi ça sert? Un peu comme Obama en fait. À quoi ça sert? Il fallait déjà nettoyer les dossiers. Ça aurait été effectivement assez bizarre de trouver le site de l'Élysée qui est d'ailleurs plutôt pas mal fait, et notamment en ce qui concerne les archives. Les archives ont été conservées. Hein. Les archives ont été conservées. Il y avait une crainte à un moment que... Mais tous les discours de Nicolas Sarkozy n'étaient plus accessibles quasiment le soir même de l'élection de François Hollande. Donc il y avait effectivement, comme le rappelait tout à l'heure Thierry Solaire, l'idée d'effacer, pas forcément d'effacer une trace, mais c'est vrai que ça aurait été un peu étrange et pas très cohérent d'avoir François Hollande président et puis de retrouver le discours de l'ancien chef d'État. Donc la partie transition va servir aussi à organiser, j'imagine, le nouveau site web de l'Élysée, dont on ne sait pas, à ma connaissance, qui va remplacer Nicolas Prinsen. Non, je ne sais rien, jamais. Parce que alors il y a eu le site de transition, et puis une fois que François Hollande a été investi président, il y a eu donc le site de l'Élysée. On n'a pas vu pour le moment tellement de changements. Il y a un truc très étonnant. Alors j'ai pas vérifié ce matin avant l'émission. Il faudra qu'on regarde. Mais par exemple, vous savez que Valérie Trierweiler ne veut pas qu'on dise qu'elle est première dame, alors que sur la page c'est écrit première dame de France. Sauf erreur de ma part, donc c'est encore pire que première dame. Alors c'était déjà le cas pour une fonction qui n'existe pas. Fonction qui n'a strictement aucun statut. Non mais moi ce qui m'amusait beaucoup, c'est que je pense que le jour de la passation de pouvoir, en fait, Nicolas Sarkozy a donné ses mots de passe
de compte Twitter et de compte Facebook. Non, je rigole parce qu'on sait bien que Nicolas Sarkozy... Non, mais vous imaginez une passation de pouvoir? Mais ils sont jamais servis, Nicolas Sarkozy. On sait bien que... D'ailleurs, François Hollande n'a jamais fait semblant de tweeter lui-même. On sait bien que c'était Ariane Vincent qui tweetait sur son compte... Nicolas Sarkozy non plus, il a jamais fait semblant de tweeter. Non, s'il avait dit que quand il mettrait ses initiales, ce serait éventuellement lui. Je parle sous le contrôle de Yann, j'ai rarement vu ses initiales. Si, il a un petit peu. Oui, enfin, je suis pas... Mais même quand il mettait ses initiales, je crois que Nicolas Prinsen avait l'autorisation de mettre ses initiales à sa place. Mais imaginez, c'est assez drôle dans ce qu'on disait, la transition, le passage des mots de passe, tout ça, c'est des choses qu'il faut... Il y a les codes nucléaires, puis il y a les mots de passe. Maintenant, il n'y a plus seulement le code nucléaire, il y a les codes des réseaux sociaux. C'est très rigolo. Alors Thierry Solaire, vous qui avez participé donc activement à la nette campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, comment passe-t-on donc d'une stratégie online de candidat à une présence numérique de président? C'est très différent parce que quand vous êtes candidat, c'est le temps de la campagne, c'est le temps des engagements. Et puis après, vous êtes happé quand vous êtes président de la République, et on le voit aujourd'hui depuis 3 semaines par François Hollande, qui d'ailleurs est plus souvent à l'étranger qu'en France, mais c'est normal, c'est pas un reproche. Et derrière, c'est les équipes qui prennent les choses. Et par nature, les équipes, parce qu'on est à l'Élysée, il y a une dimension très institutionnelle, et donc ça édulcore les choses. Alors qu'en campagne, on est plus précis, on prend plus de risques, on est plus sincère, on est plus transparent. Un peu plus. On dit plus les choses simplement. Alors que par nature, quand on est chef d'État, la communication institutionnelle autour de vous fait que voilà, chaque virgule a un sens, chaque mot a un sens. Et donc ça aseptise un peu le discours. Après, au fond, Internet, c'est tout, sauf un système pyramidal qui vient du haut et qui va vers le bas. Vous savez, au fond, le site de l'Élysée, qui était plutôt bien fait, moi je trouve aussi sous Nicolas Sarkozy, qui sera sûrement d'ailleurs le même, ou très bien fait également sur, techniquement parlant, maintenant que c'est François Hollande. Voilà, il va y avoir, on est noyé d'informations, et on va voir en gros les engagements qui ont été pris devant les Français par François Hollande, comment ça avance, et puis les Français par Internet, les journalistes, mais également les blogueurs, et tous les internautes vont pouvoir, voilà, en permanence, montrer les engagements pris, et puis dire, voilà, là on n'est pas dans les clous. Et c'est vrai que le gouvernement, sa communication ne sera pas la même. Il y a eu des changements quand même sur la présence numérique du président Sarkozy. Au départ, il y avait à nouveau la télé, il y avait NSTV quand il était candidat, et puis la télé de l'Élysée. On est passé à une forme de sobriété, non? Et là, surtout, ce qu'on peut noter, c'est la disparition des élites nouvelles. Ils sont plus sur le web pour le moment. Je veux dire, les tweets de François Hollande qui nous ont pas bouleversés pendant la campagne, mais enfin on les a plus. Ça vous manque? Mais non, mais c'est pas que ça me manque, mais c'est juste que c'est révélateur. Fondamentalement, non, ça me manque pas, mais c'est-à-dire, pendant la campagne, vous aviez le moindre discours qui était live tweeté, comme on dit, commenté sur Twitter, et puis chaque petit bout décortiqué. Et là, il y a quand même il y a des choses, mais il y a peu de choses. Et les ministres, c'est assez intéressant aussi, parce que on a des ministres qui étaient des tweetos ou des tweetas, je sais que c'est pas très joli, émérites. Alors à part Cécile Duflot qui continue à peu près, mais qui s'est quand même, Johanna a raison, un petit peu calmé, les autres font super gaffe, quoi. C'est super drôle de voir comment ce qui était magique pendant la campagne pour eux, qu'ils avaient découvert, là, d'un coup, oula. Ils ont parlé polémique. Oui, mais non, ça montre bien l'intérêt finalement qu'ils ont malheureusement de cette relation avec l'internaute, qui était une relation, comme vous le disiez tout à l'heure, presque horizontale, sinon égalitaire. Voilà, ils ont pour l'instant plus rien à dire. Ils sont dans une phase de transition où la campagne électorale d'un côté, le retour ou l'arrivée aux affaires de l'autre, où ils savent pas comment se positionner. Du coup, c'est le silence le plus plat. Alors. Il y a ça, et puis il faut rappeler que on l'a lu en tout cas dans les journaux les mieux informés, François Hollande leur a dit de faire attention. Vous anticipez le métier. Reportage que je vais lancer. C'est le talent. On le disait, du côté des ministres sous la présidence Sarkozy, certains étaient mordus à Twitter, comme Nadine Morano ou Éric Besson. Qu'en est-il du tout frais gouvernement héros? Tour d'horizon des ministres tweetos et des autres, François Goulin. Dans le gouvernement héros, il y a d'abord les cancres du tweet. 3 ministres n'ont pas de compte Twitter, François Lamy, Michel Sapin et Nicole Bricq. Et puis, il y a les bons élèves, à l'image de Benoît Hamon et ses presque 120 000 abonnés, ou Michel Delaunay qui, à 65 ans, rappelons-le, totalise 10 000 tweets, un record dans le monde politique, droite et gauche confondus. Mais au-delà des comptes d'apothicaires se pose la question de la proximité, feinte ou réelle, avec les citoyens. Sera-t-elle, comme le précédent gouvernement, poussée jusqu'à la caricature?
La toile n'a pas oublié la frénésie tweetesque de Nadine Morano ou la sobriété de NKM. François Hollande a d'ores et déjà posé des règles. L'exemplarité doit être de mise, jusque sur Twitter. Ce qui serait dommage, c'est que le gouvernement, en tout cas les membres du gouvernement, se coupent d'une certaine réalité. Ce qui est intéressant, par exemple, à analyser, c'est ce qui se passe en ce moment au Québec. Vous savez qu'il y a des manifestations et des émeutes étudiantes. Et le gouvernement québécois est très peu présent sur Twitter. Et cette mobilisation étudiante, elle s'est surtout beaucoup véhiculée sur les réseaux sociaux et sur Twitter en particulier. Donc être moins présent sur ces outils en ligne, sur Twitter, sur Facebook, c'est peut-être se couper d'une certaine réalité. Pas de toute la réalité, mais d'une partie en tout cas. Les nouveaux ministres ont d'ailleurs signé une charte dans la même veine, pas d'étalage de la vie privée, mais plutôt une consultation du public avec un souci de transparence en utilisant les possibilités offertes par Internet, conseille la note, bref, fini le LOL et place à la sobriété, un tour de vis 2.0 qui ne ravit pas tous les ministres. Alors donc c'est fini la liberté sur tweet machin, comme dit Cécile Duflot. On va voir après les législatives. Là, il faut pas faire de bêtises. Faut essayer d'avoir ils vont essayer d'avoir la majorité la plus large possible, parce que si quelqu'un fait une bêtise, on va lui faire porter le chapeau. On verra après les législatives, mais j'ai l'impression que ça va être assez cadré, oui. Moi, je crois que c'est exactement ce que vient de dire Guy Berenbaum. La manière de manier Twitter, vous voyez, quand vous êtes en campagne, quand vous allez de l'avant, n'est pas la même que quand, par un tweet, vous vous dites, si ça fait une polémique énorme, eh ben, je vais me faire reprocher par mon propre camp d'engager la majorité présidentielle d'aujourd'hui, en tout cas si elle est confirmée aux élections législatives, bah voilà, dans une mauvaise passe. Et donc ils sont tous un peu terrorisés. Le silence est Je d'or. pense que le silence parfois peut aider, et en plus ils découvrent des nouvelles fonctions, donc ils ont un peu de travail les uns les autres, je l'espère. Et voilà, je pense qu'après les élections législatives, le nouveau gouvernement, voilà, on aura des ministres qui à nouveau utiliseront Twitter et je pense veilleront à ne pas reproduire des erreurs qui ont pu être commises par des gens de gauche comme de droite, parfois de droite. C'est quoi les erreurs qui ont été C'est-à-dire commises? que quand vous êtes ministre de gouvernement, voilà, votre parole elle est attendue. Vous engagez aussi votre fonction. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous pensez à qui particulièrement? Je n'ai pas toujours aimé certains ministres, voilà, qui avaient des expressions un peu d'énervement. On n'a pas le droit de Vous pensez à s'énerver. Nadine Morano? Vous pensez à elle, je sais pas. C'est parce qu'elle est très populaire sur Twitter. Je pense que voilà, quand vous êtes au gouvernement, vous n'êtes pas un Français comme un autre et vous avez une part de responsabilité. Vous êtes acteur de l'action publique et vous pouvez pas vous lâcher. Vous n'avez pas le droit de vous énerver. On n'a pas le droit à l'humeur. Mais pas seulement quand on est au gouvernement. Il y a des gens qui sans doute ne sont pas au gouvernement de gauche parce qu'ils ont dit une immense bêtise. Je pense en particulier au cas de Jean-Jacques Urvoas, qui était un spécialiste de la sécurité, parlementaire socialiste, qui était extrêmement bien parti pour s'occuper du ministère de l'Intérieur et qui, en pleine affaire Mohamed Merah, a reproché dans un tweet totalement imbécile, pour appeler les choses par leur nom, que l'intervention ne se passe pas pile au moment en plus où elle allait se déclencher. Je peux vous dire que Urvoas, mais c'était terminé. Johan Hufnagel, on s'est cité dans le reportage, la charte consignait les ministres. Alors en même temps, ils doivent faire attention, mais en même temps, ils doivent utiliser Internet parce que on est proche des gens. Comment concilier les deux là? On comprend pas très bien en fait. C'est un peu contradictoire, ce que ça veut effectivement. dire, ouais. Je pense qu'ils vont attendre le 17 juin déjà pour savoir s'ils sont ministres. Parce que normalement, il n'y aura de ministres que ceux qui auront gagné leur campagne. Ils ne sont pas tous candidats. On va voir l'utilisation que fera Najat Vallaud-Belkacem, notamment avec cet outil-là, puisque sa fonction normalement de porte-parole devrait aussi être utilisée via les réseaux. Moi, j'aurais plutôt tendance à regarder, alors c'est peut-être parce que Slate me fait déformer, me fait loucher du côté de l'Amérique, mais leur grand prophète, c'est quand même Barack Obama, qui les a tous un peu initiés à l'utilisation des réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Et finalement, sur Twitter, où il est relativement présent, soit en signant de ses initiales, soit en laissant son équipe de campagne tweeter elle-même, il est quand même très discret. Il est plus à donner l'agenda et le menu de ce qu'il mange à la Maison-Blanche plutôt que d'avoir des grandes déclarations il est enflammées. capable de souhaiter une bonne Saint-Valentin à Michel. Voilà, mais là, ou la fête des mères, ou la fête des mères. Je ne sais pas si on peut imaginer. Ça serait impossible. Non, impossible. Aux États-Unis, ça fait quand même partie effectivement des relations, on dirait beaucoup plus décontractées que peuvent avoir, notamment l'utilisation de Twitter, mais aussi les relations qu'il y a entre la première dame, le couple présidentiel. Qui pour le coup existe. Parce que aux États-Unis, mais ça existe quand même beaucoup plus. Mais ce qui est assez amusant dans l'évolution de notre société, c'est qu'on attend des responsables politiques, du président de la République, mais également des ministres du gouvernement, des choses qui peuvent paraître contradictoires. À la fois de la proximité. Et Internet, Twitter, Facebook, c'est l'instantanéité. Donc c'est de la proximité. Et puis à la fois de la solennité.
parce que vous êtes président de la République. La parole, elle doit aussi être un peu rare. Elle doit être précise. Quand vous parlez au nom de la France, vous pouvez très très vite, vous voyez, stigmatiser une catégorie, faire peur à d'autres. Vous voyez, vous pouvez pas parler comme on parle au café du commerce. Quand vous êtes journaliste, quand vous êtes citoyen, je veux dire, vous n'êtes pas là pour rassembler. Vous êtes là pour améliorer le débat d'idées. De temps en temps aussi, mais... Tout le monde ne fait pas attention. Hein. Vous faites jamais attention. Non, mais il y a des gens qui font pas. Non, mais il y a des gens qui font pas attention et qui le payent parfois. Mais... C'est un outil nouveau quand même, mine de rien, notamment pour les politiques. On peut pas dire que ce soit forcément des gens qui soient à la pointe de la modernité, notamment avec ce qu'est Internet. J'espère d'ailleurs que l'utilisation qu'ils auront de Twitter, qui n'est pas Internet. En tout cas, ce petit bout d'Internet, j'espère que ça aura quand même appris une ou deux choses sur comment ça fonctionne, qui sont les gens derrière l'écran, quelles sont les règles, et puis cette espèce de liberté qu'ils ont appris à découvrir, que les internautes s'en sont emparés bien avant eux, le maîtrisent bien plus qu'eux, et qu'ils auront compris un peu la vitalité et l'énergie qu'il y a derrière. Est-ce que la France est en retard? On a souvent l'habitude de dire la France est en retard par rapport à la démocratie et notamment à l'usage des réseaux sociaux. C'est un peu la perception qu'en ont les Français. 72% selon une étude OpinionWay pensent que la France a du retard en matière d'e-démocratie. On voit ce qui se passe en Grande-Bretagne où on peut, sur le site du Premier ministre, envoyer des pétitions en ligne. Oui, le problème, c'est pas tant une histoire de retard que ce que disait Johan tout à l'heure, c'est la façon dont les politiques vont comprendre et donner l'exemple ou pas. C'est comment ils vont continuer à utiliser ces outils, à aider à leur démocratisation, à montrer que ça peut servir et que ça peut servir effectivement à autre chose qu'à donner son avis ou parler de sa vie privée. Je veux dire, il faut bien considérer que l'Internet, ce sont des tuyaux absolument formidables qui peuvent permettre de régler. On est en train de faire nos déclarations d'impôts. Je prends un exemple complètement idiot, mais enfin c'est quand même absolument formidable de pouvoir modifier sa déclaration d'impôt au fur et à mesure en ligne jusqu'à la date limite si on s'est trompé. Et on note, j'entendais sur une bonne radio sur laquelle je travaille ce matin, que les gens font beaucoup moins d'erreurs sur le web que sur le papier parce que tout bêtement ils peuvent corriger. Faut pas oublier, voilà, c'est pas juste des réseaux sociaux, c'est des tuyaux. Oui, mais pour le président de la République, est-ce que c'est pas un peu périlleux quand même d'avoir une démocratie un peu plus directe, qu'il y ait plus de transparence? Souvent, c'est des bons principes. Il n'y a plus le choix. Mais ça, c'est inéluctable. C'est fini. C'est comme si vous disiez il faut arrêter. Non, je vous pose la question. Ah non, c'était mais depuis le ministre de l'Information, jusqu'à les années 90, depuis Alain Peyrefitte, jusqu'à les années 90, avec les médias qui sont, qui étaient libres de faire ce que vous voulez. Et maintenant, l'avènement d'Internet, qui permet à chaque citoyen d'exprimer quelque chose, de sortir une information. Vous voyez bien que c'est fini. Et c'est ça. Et c'est ça parce que ça oblige les gouvernants à ne pas vivre dans une bulle et à être confrontés. Alors parfois c'est un peu... Ça peut être rude. Poil à gratter, c'est un peu rude. Mais au fond c'est mais ils n'ont pas tellement l'habitude de ça quand même. Ils vont s'y mettre. La position de Thierry Solaire est quand même une voix, je dirais, relativement isolée parmi les décideurs. Malheureusement. Internet est quand même, je vous le rappelle, alors pas que pour les politiques, mais aussi pour une grande partie des grands philosophes français. C'est mal. C'est mal, c'est le dégoût, c'est les égouts de la poubelles, démocratie. Les égouts, on a droit à tout le temps. C'est quelque chose qu'il faut contrôler. La tentation du contrôle qu'on a eu notamment, alors le débat, on peut encore l'avoir et on l'aura à chaque élection, avec la publication des sondages, de ce qu'Internet est le grand mal, Internet, etc. etc. Je crois que cette défiance généralisée, parce que quasiment généralisée, de la parole publique, de la parole politique vis-à-vis d'Internet, ne favorise pas l'exploitation des outils et des réseaux sociaux dans la vie de tous les jours auprès du public français. En plus, si vous voulez, quand nos hommes politiques observent ce qui s'est passé dans les pays arabes, etc., Internet, c'est formidable. Facebook, c'est génial. Ils ont que ça à la bouche. Et puis, dès qu'il leur arrive un peu la même chose, ou 2 ou 3 personnes les secouent un peu sur le web en France, c'est mal. C'est ça qui est extraordinairement paradoxal. Ils n'ont pas remarqué que c'était la même chose. C'est le même outil. Alors, dans des pays, ça fait la révolution. C'est vachement bien. Et ici, les gens ouvrent leur gueule, c'est mal. Moi, je suis plus optimiste sur l'avenir. Il y a une dimension générationnelle dans tout ça. Vous avez les élites en France, je ne parle pas d'ailleurs du président de la République élu ou sortant, c'est pas le sujet, mais les élites administratives sont âgées. Et donc elles vivent encore dans un schéma où elles ne comprennent pas ce qu'est Internet. Elles le vivent donc comme une menace. On est dirigé par des gens qui, globalement, entre 55 et 65 ans... Il pourrait se former, je ne sais pas, Guy Birenbaum, mais il n'est pas non plus tout jeune, et pourtant Merci, il connaît Caroline, bien... Voilà, ça casse. Pas tout jeune. Mais c'était à chaque fois. Ouais. C'est un petit jeu. C'est une private joke. Quel conseil vous donneriez au président de la République sur sa présence numérique, sur sa façon d'utiliser tout ça? C'est pas tant sur la présence que sur la manière de veiller
Je pense qu'il faut monter des équipes beaucoup plus efficaces qu'elles ne l'ont jamais été pour surveiller ces indicateurs d'opinion absolument extraordinaires que sont les réseaux sociaux, puisqu'on a sous les yeux en permanence ce que j'ai tendance à appeler avec d'autres ces bistrots mondiaux là qui sont là et qui sont des manières, des capteurs absolument formidables. On voit bien monter, et c'est notre job à Johan et moi, tous les jours on sait à peu près au bout de 2 ou 3 heures dans la matinée, quels sont les sujets, à moins qu'il arrive un truc dans l'après-midi, qui vont monter, qui vont émerger. Voilà, on a le pouls. Ça coûte beaucoup moins cher que les sondages. Bien, ça coûte rien. Donc si on veut se rapprocher de l'opinion, c'est quand même un moyen pratique de cette partie de l'opinion. Pas très cher. De cette partie de l'opinion, mais il faut de cette partie de l'opinion, parce que comme on le disait, c'est pas encore tout le monde. Mais surtout, il faut savoir anticiper, c'est-à-dire que il faut aussi savoir jouer des campagnes virales, savoir monter des coups, savoir pourquoi pas faire émerger des sujets soi-même pour en masquer d'autres. Je veux dire, c'est tout un travail de on va dire, je ne veux pas utiliser le mot manipulation, mais de fabrication. De communication. Juste un petit mot de conclusion. Quel pourrait être alors le président 2.0 ou 3.0 ? On imagine ça en 2017 ? Non, je pense que moi, ça serait, si jamais il y avait un président qui prenait vraiment en compte ce dont on a un peu parlé tout à l'heure, l'open data, la liberté sur les réseaux, la formation dans les écoles, c'est quoi Google, c'est quoi un réseau social. Le retard, il est là. Le retard, il est vraiment là. C'est pas en achetant des tablettes que... Non, il faut apprendre. Non, c'est apprendre le code, comment fonctionne, comment ça marche, comment l'information circule, comment est-ce que les plus jeunes de nos concitoyens vont apprendre finalement ces technologies-là qui sont des technologies relativement simples de partage, de diffusion de l'information et de diffusion de la connaissance. Et que ça manque complètement à l'école. Il y a à l'école, bien sûr, où il faut changer, faire évoluer la manière d'apprendre aux enfants, mais il y a aussi dans la vie publique. Regardez, aujourd'hui, il y a déjà une réforme constitutionnelle qui permet aux parlementaires d'avoir l'initiative de la loi. On pourrait imaginer, ça ne serait pas choquant, que si plus de X millions de Français, par Internet, souhaitaient qu'une loi ait lieu, pas que la loi soit votée, mais à ce moment-là, automatiquement, le Parlement devrait être saisi de cette discussion. Vous voyez, ça c'est la démocratie participative. Oui, mais oui, au fond, il faut rapprocher les représentants et les Français. Merci beaucoup à mes gazouilleurs du jour. C'est maintenant l'heure de Nettement Plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Bonjour Aude, alors qu'est-ce qui a fait débat cette semaine sur Le Plus ? Alors ce qui a fait débat sur Le Plus, c'est le gouvernement héros et en particulier les femmes. Ça ne vous a pas échappé, le gouvernement est fait selon la parité et l'UMP est monté au créneau. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une multiplicité de petites critiques qui concernent, comme par hasard, les femmes. Et alors de manière malheureusement classique, j'ai envie de dire, Aude, elles ne sont pas jugées que sur leurs compétences. Absolument, ce qui frappe, c'est l'enchaînement de critiques sur leur manière de se comporter, leur manière de s'habiller, leur look. Bref, les femmes sont vraiment jugées en fonction de leur apparence. Alors si on fait un peu un classement des critiques, la plus ridicule, si on peut dire, c'est assurément celle de Nadine Morano à l'égard de Cécile Duflot, qui est venue au premier conseil des ministres en jean. Une critique qui n'a pas été jugée d'un très bon œil par les internautes qui ont vu une critique superficielle alors qu'ils auraient aimé un débat plus sur le fond que sur la forme. Nadine Morano qui a aussi critiqué Najat Vallaud-Belkacem, sous-entendant qu'elle était porte-parole du gouvernement plus pour faire joli sur la photo que pour ses réelles compétences. Mais il y a des critiques qui sont vraiment violentes, c'est celle contre Christine Taubira. L'UMP a vraiment envoyé ses snipers contre la ministre de la Justice. Et là, c'est assez mal perçu, triplement, d'une part parce que ces critiques sont jugées sexistes, racistes, et du coup, c'est vu comme un nouveau virage de l'UMP pour séduire les électeurs du Front National en vue des élections législatives. Et on ne parle même pas de toutes les attaques et sous-entendues contre Valérie Trierweiler, la femme de François Hollande, qui, elle, est vraiment surveillée de très près. Et alors, dans ce contexte, Aude, comment est perçue la parité au sein du gouvernement héros ? On sent là, c'est assez mitigé. Entre ceux qui la saluent, ils voient une mesure qui est imparfaite mais nécessaire, et puis tous ceux qui craignent que des ministres aient été choisis non en fonction de leurs compétences, mais plus en fonction de leur genre. Même du côté des sympathisants de gauche, on voit que la parité est regardée avec réserve. Il y a notamment une photo qui a fait grincer des dents, celle de François Hollande, qui se fait photographier avec ses ministres que des femmes. Et du coup, certains se
se demande s'il y avait vraiment une égalité homme-femme, pourquoi ce besoin d'exhiber les femmes? À ce moment-là, on attendait également une photo avec tous les ministres hommes. Du coup, on le voit bien, les ministres femmes vont devoir doublement faire leurs preuves, d'une part pour montrer qu'elles sont compétentes et d'autre part pour montrer qu'elles n'ont pas été choisies par défaut, ce d'autant qu'en vue des législatives, l'UMP est vraiment prête à monter au créneau et on le voit, elle a trouvé une nouvelle cible. Le combat continue. Merci Aude et à dans 15 jours. C'est le clap de fin de cette émission. Vous pouvez la revoir en VOD sur publicsénat.fr. Merci aux équipes de Public Sénat et notamment à Laurent Elkabbach et Emmanuel Ruimi. On se retrouve très bientôt. En attendant, on se retrouve sur les réseaux.